Bien, donc il faut aujourd'hui parler des enjeux autour des cellules souches. Alors c'est un sujet naturellement assez compliqué, donc on va essayer de le simplifier au maximum. Et si c'est par moment, ce que je ne souhaite pas, mais enfin par moment un petit peu trop technique, vous aurez tout le loisir à la fin de poser toutes les questions que vous avez envie de poser. Comme le disait Madame Grange, les cellules souches ont rapidement cessé d'être un sujet exclusivement scientifique ou médical pour envahir un petit peu le grand public. C'est un sujet très médiatisé, beaucoup trop médiatisé, je le dis tout de suite, beaucoup trop médiatisé, avec des effets d'annonce permanents qui ne correspondent pas toujours à la réalité, qui d'ailleurs correspondent en général pas du tout à la réalité. Pouvez-vous dire que la couverture médiatique qui existe autour des cellules souches est en général inversement proportionnelle à l'intérêt scientifique de ce dont les médias parlent. Mais ça, c'est comme ça. C'est un sujet, naturellement, qui touche également au juridique, au réglementaire, et puis au politique, avec cette révision attendue des lois de bioéthique dont on parlera brièvement à la fin, et qui n'est pas sans poser de multiples problèmes. Alors, je crois que c'est là que ça se passe. Voilà. Pour essayer de schématiser un petit peu les choses, si vous voulez, on peut distinguer différents types d'enjeux, techniques, éthiques, réglementaires et économiques, parce qu'on ne peut pas totalement occulter la dimension économique du sujet, vous verrez pourquoi. Mais bien entendu, moi je vais me concentrer surtout, du moins au début, sur les enjeux techniques. Il est important quand même, dès le départ, de savoir ce dont on parle. Alors, pour faire très simple, quand on parle de cellules souches, il faut d'emblée avoir cette classification présente à l'esprit, qui est la classification admise entre les cellules souches embryonnaires et les cellules souches adultes. Et naturellement, ça vous le savez, parce que les médias s'en sont fait largement l'écho, les seules cellules qui finalement posent un problème sur le plan éthique, juridique, etc., sont les cellules souches embryonnaires. Pas de problème avec les cellules souches adultes. Je pense que cette classification ne correspond pas à grand-chose, quelque part, en ce sens qu'elle fiche d'emblée deux camps opposés, et qui, pour l'instant, sont irréconciliables. Alors, vous avez ceux qui, à tout craint, défendent des cellules souches adultes en disant « on peut tout faire avec des cellules souches adultes et guérir toutes les maladies », et puis vous avez les autres qui disent « c'est pas vrai, il faut absolument utiliser les cellules souches embryonnaires pour guérir un certain nombre de maladies », et une fois que le débat a été posé dans ces termes, on n'avance plus. Donc cette classification, on est bien obligé d'y avoir recours parce que quelque part elle est simple, mais le premier message que j'aimerais faire passer, c'est que ce qui compte, c'est pas de partir des cellules, c'est de partir des maladies. Et alors à partir du moment où on part des maladies, les choses deviennent relativement plus simples. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui discutent de ça, qui connaissent strictement rien à la médecine. Donc ça devient un enjeu purement idéologique. Il faut partir des malades. Et on commence déjà à voir, je vous en donnerai quelques exemples d'ici les quelques minutes qui suivent, on commence déjà à avoir une autre classification, à savoir les maladies pour lesquelles vraisemblablement les cellules souches adultes font très bien. Donc c'est pas besoin de se compliquer la vie avec des cellules embryonnaires, c'est quand même beaucoup plus compliqué les cellules embryonnaires. Puis il y a d'autres maladies malheureusement pour lesquelles, quoi qu'en disent certains, avec une mauvaise foi absolument éhontée, les cellules adultes ne marchent pas. Alors ça leur fait de la peine, à nous aussi d'ailleurs, vous verrez pourquoi, mais c'est comme ça. Cela dit, si je prends cette classification, et vous voyez que je l'ai faite aussi simple que possible, la grande différence entre les cellules embryonnaires et les cellules adultes, c'est que les cellules embryonnaires sont pluripotentes, c'est-à-dire qu'elles peuvent donner naissance à des cellules correspondant à tous les tissus de l'organisme. Ça veut dire que si on les cultive dans des conditions appropriées, des cellules souches embryonnaires peuvent devenir des cellules de cœur, des cellules de cerveau, des cellules de foie, des cellules de rein, des cellules de ce que vous voulez. Alors que les cellules adultes, elles, sont beaucoup plus spécialisées, et l'idée que les cellules adultes ont une certaine plasticité, c'est-à-dire qu'elles peuvent changer, est une idée qui est aujourd'hui quand même sérieusement remise en cause. Parce que même si les cellules adultes ont une certaine plasticité, du moins les cellules de la moelle sanguine, cette plasticité, elle est quand même très limitée. Pour faire simple, et parler d'une chose sur laquelle on a, nous, spécialement travaillé comme chirurgien cardiaque,
c'est-à-dire les greffes de cellules souches musculaires dans le cœur, une cellule de cuisse que vous mettez dans le cœur ne deviendra jamais une cellule de cœur. Jamais. Elle restera une cellule de muscle de cuisse. Ça n'est pas sans intérêt, mais ça a aussi des limites. Donc voilà comment on peut les compartimenter, en sachant donc que ces cellules souches adultes existent dans tous les tissus, mais en quantité variable. Et en gros, si vous voulez, les deux organes où il y en a le plus, et c'est une expérience qu'on a tous fait dans notre vie, c'est les cellules souches de la peau et les cellules souches du muscle. Quand on se blesse, on se fait une plaie du muscle, bah, la régénération du muscle, elle se fait grâce aux cellules souches, à ce réservoir qui existe dans le muscle. C'est la même chose pour les plaies cutanées. Bon. Il y a d'autres organes qui en contiennent moins. Il est peu vraisemblable qu'il y en ait dans le cœur. Peu vraisemblable. Il y en a sans doute un petit contingent dans le cerveau, contrairement à ce qu'on pensait. Enfin, malheureusement, on est bien obligé de reconnaître que quand quelqu'un a un accident vasculaire cérébral, qui reste hémiplégique, ce n'est pas le contingent qu'il a de cellules souches cérébrales qui lui rend grand service. Donc, la fonctionnalité de ces compartiments résiduels de cellules souches chez l'adulte est quand même quelque chose qui n'est pas évident. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, comment on peut classer les choses, mais je le répète, ça c'est une classification qui est commode, qui plaît beaucoup notamment aux gens des cabinets ministériels qui ne connaissent strictement rien alors aux aspects médicaux, parce qu'il y a les adultes et les embryonnaires, mais je le répète, ça ne correspond pas à la réalité médicale. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la réalité médicale. Alors, pourquoi est-ce qu'on en parle tant de ces cellules souches? Ben, naturellement, parce qu'on a en tête des applications thérapeutiques. Et les applications thérapeutiques, c'est, je crois que le terme maintenant est passé vraiment dans le grand public, la thérapie cellulaire. Alors la thérapie cellulaire, d'abord, on en parle beaucoup aujourd'hui, ce qui est assez curieux, parce que ça fait 15 ans, 20 ans que ça existe. Et ça existe d'une telle façon, c'est-à-dire que c'est tellement rentré pour certaines indications dans la pratique clinique qu'on ne fait même plus attention au fait que c'est de la thérapie cellulaire. Bon, les greffes de moelle sanguines qui ont sauvé des milliers de malades atteints de leucémie et autres affections hématologiques, bah, c'est de la thérapie cellulaire. On prend les cellules de la moelle sanguine, on les traite éventuellement, on les réinjecte, donc on essaye de traiter avec des cellules. Donc c'est bien de la thérapie cellulaire. Les greffes de peau, c'est tout aussi évident. Ça fait plusieurs décennies qu'on traite des grands brûlés avec des greffes de peau. Ça n'est rien d'autre que de la thérapie cellulaire. Là où on a dérapé, c'est le jour où je ne sais pas qui a inventé ça, mais ça n'a pas été une bonne idée. On a commencé à parler de médecine régénérative. Parce qu'à partir du moment où on a parlé de médecine régénérative, tout le monde s'est mis à fantasmer, et on n'est pas loin du dogme de l'immortalité. Alors on va tout régénérer, on va régénérer le cerveau des Alzheimer, on va régénérer le cœur des insuffisants cardiaques, tout ça est un leurre. Il faut quand même dire, aujourd'hui, nous ça fait 15 ans qu'on travaille dans la thérapie cellulaire, donc bien avant la mode. Donc ce que je vais vous dire, c'est pénible à dire. Mais enfin, il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, personne n'a rien régénéré du tout. On a amélioré les malades, on n'en a sûrement pas guéri, mais on a amélioré les malades, c'est déjà pas mal, mais on n'a pas régénéré, on n'a pas transformé des zones mortes de cœur en zones vivantes. C'est pas vrai ça. Les gens qui écrivent ça parce que ça les arrange racontent n'importe quoi. J'aimerais bien vous dire le contraire. Mais c'est comme ça. Alors, quand on a parlé de médecine régénérative, je vous dis, là, on a commencé à délirer parce que ça fait ressortir le mythe de Prométhée, et là, on n'est pas sorti. Alors, à partir de cette espèce de socle que constituaient les affections sanguines et les brûlures, il y a eu, bien entendu, un certain nombre d'autres travaux qui ont ouvert des pistes pour la suite, et vous voyez ici toute une liste de maladies. L'ordre dans lequel je les ai mis n'est pas indifférent. Les maladies cardiovasculaires font la course en tête. C'est sûrement le domaine actuellement où il y a eu le plus d'études, non seulement expérimentales, mais cliniques de thérapie cellulaire, et c'est sans doute là que les résultats tout de même les plus encourageants, je ne dis pas les plus spectaculaires, je ne dis pas les plus probants, je dis les résultats les plus encourageants ont été obtenus. D'ailleurs, ce n'est pas compliqué. Vous savez que maintenant, tous les essais cliniques doivent être répertoriés sur des sites officiels. Et bien, si vous allez sur le site officiel du gouvernement américain, qui est celui sur lequel sont enregistrés les essais cliniques, vous apercevrez qu'il y a 5-6 essais, en gros,
sur le pancréas, donc qui vient tout de suite derrière avec le diabète, et il y a 206 essais, 206 quand même, pas nul, sur les maladies cardiovasculaires. Donc clairement, les maladies cardiovasculaires font la course en tête pour un certain nombre de raisons, bon, on pourra en discuter tout à l'heure, mais enfin c'est comme ça. Avec donc différentes composantes, l'infarctus du myocarde, l'insuffisance cardiaque, l'artérite des membres inférieurs, je vais vous en dire quelques mots. Ensuite, il y a le diabète, avec effectivement l'espoir qu'on puisse un jour sevrer des patients d'insuline, et donc leur éviter ces injections quotidiennes par des greffes cellulaires. La troisième indication, dont on parle moins et qui est essentielle, et qui est peut-être la première qui va arriver en termes d'application clinique, ce sont les affections oculaires, et en particulier les affections rétiniennes et la dégénérescence maculaire, qui sont des pathologies, comme vous le savez, très fréquentes, gravement invalidantes, d'autant plus fréquentes qu'elles frappent des sujets âgés et que le vieillissement de la population ne peut qu'en augmenter la prévalence, et pour lesquelles des résultats expérimentaux très intéressants ont déjà été obtenus, au point que, actuellement, il y a une firme américaine qui projette un premier essai clinique sur la rétinite pigmentaire d'ici la fin de l'année 2008. Les affections ostéo-articulaires aussi, avec des cellules d'un certain type qu'on appelle les cellules souches mésenchymateuses, qui sont des cellules du tissu conjonctif qu'on trouve dans la moelle sanguine, qu'on trouve dans le tissu graisseux, et qui pourraient peut-être faciliter la consolidation de fractures. Mais j'ai mis tout à fait à la fin les paraplégies et les maladies neurodégénératives, parce que là, on en est très loin. Donc il ne faut pas quand même susciter de faux espoirs. Faire remarcher un paraplégique parce qu'on lui aura injecté des cellules est un objectif majeur, mais qui n'est malheureusement sans doute pas pour demain, compte tenu de la complexité du problème. C'est vrai aussi des maladies neurodégénératives, et il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, les résultats des greffes qui ont été faites dans le Parkinson sont des résultats qui ont quelque part validé, comme on dit, la preuve du principe, mais qui n'ont pas transformé d'une manière spectaculaire le pronostic de ces patients. Ce sont parfois d'ailleurs des greffes qui ont eu des effets secondaires indésirables, parce qu'il y a quand même une chose très particulière avec la thérapie cellulaire qui l'oppose d'emblée aux thérapies classiques par les médicaments, c'est qu'une fois que les cellules sont là, elles sont là. Ce n'est pas comme un médicament qu'on peut arrêter d'absorber du jour au lendemain. Les cellules, c'est comme les gènes. Une fois que vous les avez injectées, alors c'est vrai que beaucoup d'entre elles meurent. Enfin, s'il y en a qui restent et qui ont des effets secondaires, on ne peut plus rien faire. Donc il faut quand même se méfier avant de se lancer dans les essais cliniques. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, le panorama des maladies. Mais véritablement, il faut retenir, je pense surtout les maladies cardiovasculaires, le diabète et les affections oculaires. Alors quelques exemples qui légitiment en quelque sorte l'intérêt de cette approche thérapeutique, c'est ce qu'on appelle la preuve du principe, dans différentes pathologies. D'abord le diabète. Vous savez que le diabète est dû, pour faire simple, au fait que les cellules du pancréas, les îlots de Langerhans, ne sécrètent pas l'insuline comme ils le devraient. Et donc il y a un certain nombre de patients dans le monde, il n'y en a pas d'ailleurs énormément, qui ont reçu des greffes d'îlots de Langerhans venant de sujets en état de mort cérébrale, donc des donneurs d'organes, dont on n'a pas prélevé les organes, ou du moins le pancréas pour telle ou telle raison, mais dont le pancréas a pu quand même être récupéré. Et à partir de ce pancréas, on a isolé, cultivé les îlots de Langerhans et on les a réinjectés à travers un cathéter. C'est une procédure relativement simple. C'est une procédure simple, mais qui a des implications quand même lourdes pour les malades, car par définition, ces cellules viennent d'un donneur différent, donc on est dans une configuration d'allogreffe, donc on est dans une configuration où il y a naturellement une réaction de rejet. Donc si on veut éviter la réaction de rejet, il faut un traitement immunosuppresseur, comme pour les greffes d'organes, et c'est quand même un traitement immunosuppresseur assez lourd. D'où les espoirs que suscite une technique particulière d'encapsulation, dont je vous dirai un mot tout à l'heure. Mais enfin, si on est, et on est encore au stade actuel, si on est donc dans le cadre de la preuve du principe, c'est-à-dire vérifier que des cellules peuvent bien avoir un effet thérapeutique, le diabète offre une illustration assez convaincante, puisque vous voyez que un an après avoir reçu des greffes d'îlots de Langerhans, vous avez quand même, bon là ce sont différentes
séries américaines et canadiennes, vous avez quand même à peu près 80% des patients qui ont pu être sevrés de leurs injections d'insuline. Donc c'est pas rien. Donc ce résultat n'a pas été obtenu, je vous le répète, d'une manière simple, parce qu'il a fallu mettre en place une immunosuppression lourde. Mais quelque part, ça valide tout de même l'idée que ces cellules ont bien sécrété l'insuline, ont bien assuré le contrôle de la glycémie, du taux de sucre dans le sang, et ont ainsi permis aux malades d'échapper à la contrainte de ces injections quotidiennes d'insuline. Je ne crois pas néanmoins, je ne suis pas le seul à le penser, qu'on pourra continuer comme ça, c'est-à-dire greffer des îlots de Langerhans aux diabétiques pour deux raisons. La première est que, naturellement, il y a une disproportion majeure entre l'offre et la demande. On sait bien qu'on ne peut pas récupérer beaucoup comme ça de pancréas, et qu'en plus, il faut au moins 3 pancréas pour avoir une masse quantitativement suffisante de cellules pour avoir un effet. Donc, vous voyez, 3 pancréas pour un receveur. Et d'autre part, parce que les résultats de l'immunosuppression, enfin les conséquences de l'immunosuppression sont quand même lourdes. Mais il y a d'autres pistes pour le diabète, je vous en reparlerai. Alors l'infarctus du myocarde, comme je vous disais, c'est là où il y a eu le plus d'essais actuellement. Et donc la procédure, elle est assez standardisée. Vous savez que l'infarctus, c'est une artère du cœur, une artère coronaire qui se bouche à un moment donné, donc le territoire en aval meurt. Et actuellement, le traitement, c'est le plus rapidement possible, et la France pour ça est en bonne position grâce au SAMU, etc. C'est le plus rapidement possible de déboucher justement l'artère qui s'est occluse à l'aide d'un petit ballon, c'est l'angioplastie par ballon, et souvent on met dans la foulée un petit ressort métallique de manière à ce que l'artère réouverte reste bien ouverte et n'ait pas tendance à se refermer. Donc l'idée, ça a été de dire, bon ben voilà, une fois que l'artère est réouverte, on va remettre un cathéter dedans et on va injecter des cellules de la moelle sanguine. Pourquoi? Parce qu'on croyait, ceux qui ont fait ces travaux, pensaient que les cellules de la moelle sanguine pourraient, entre guillemets, régénérer le cœur, c'est-à-dire se transformer en nouvelles cellules cardiaques. Alors on sait aujourd'hui que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas le cas, mais que néanmoins, ces cellules sanguines ont peut-être la capacité de libérer un certain nombre de substances qui ont des effets bénéfiques sur le cœur. C'est comme ça que ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on a comme résultat aujourd'hui de ces essais? Vous voyez, c'est assez intéressant parce qu'il y a 10 essais sérieux, parce qu'il y a plein de petits essais anecdotiques à droite à gauche où il y a 3-4 malades, 5-6 malades, donc là on n'en tire rien. Mais si on prend les essais sérieux, vous voyez que ça représente à peu près 700 malades suivis en moyenne 6 mois. Là, je vous ai mis la fraction d'éjection. La fraction d'éjection, c'est le reflet de la contractilité cardiaque. C'est finalement un index quantitatif, si vous voulez, de la fonction pompe. Bon, la fraction d'éjection normale, c'est 70% à peu près. Eh bien, quand on regarde les résultats de ces essais, vous voyez que l'augmentation, elle est de 3% chez les malades qui ont été traités par les cellules par rapport aux malades des groupes placebo. Et certes, le petit p est significatif, donc on peut se réjouir en disant il y a un effet significatif, mais sur le plan clinique, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce qu'augmenter sa fraction d'éjection de 3%, les malades ne s'en rendent pas compte. Il faut au moins 5% pour qu'il y ait une traduction fonctionnelle, pour que quelqu'un qui avait du mal à se lever de son lit puisse en gros faire le tour du pâté de maison. Bon, là, il faut au moins 5%. Donc 3%, c'est un résultat qui peut faire plaisir aux méthodologistes parce que le petit p est significatif, mais qui pour les cliniciens ne veut pas dire grand-chose. Cela dit, c'est comme dans le cas du diabète, c'est là encore la preuve qu'il se passe quelque chose. Il s'est passé un petit quelque chose. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas encore totalement pertinent sur le plan clinique, mais ça prouve bien que ces cellules peuvent avoir un effet. Alors nous, on s'est plutôt intéressé, parce que c'est la population à laquelle on est plus confronté en chirurgie aux artérites des membres inférieurs et à l'insuffisance cardiaque. Je vous rassure, il n'y aura pas de photo horrible autre que celle-là. Et là encore, il y a eu, chez des malades qui ont des artérites sévères, souvent diabétiques, qui sont menacés de gangrène et donc d'amputation, il y a eu des greffes de cellules de moelle, toujours avec l'idée qu'on pourrait reconstituer quelque chose. Et là encore, on sait qu'on ne reconstitue rien du tout, sauf que, comme je viens de vous le dire, les cellules en question libèrent un certain nombre de substances qui peuvent avoir un effet favorable sur le membre en ischémie.
Et vous voyez ici ces résultats assez spectaculaires quand même de cicatrisation d'ulcères. Et si vous regardez l'artériographie, vous voyez qu'au début, vous avez un seul vaisseau très irrégulier et pas beaucoup de circulation collatérale, alors qu'après les greffes, vous avez tout de même une arborisation beaucoup plus importante. Malheureusement, les meilleurs résultats qui ont été publiés par cette équipe japonaise n'ont pas été pérennes, puisque cette même équipe, quelques mois plus tard, de manière extrêmement honnête, a dit, ben voilà, il y a eu effectivement une amélioration, mais quand on a regardé les malades au bout de 6 mois, l'amélioration avait disparu. Donc là encore, un effet très vraisemblable, mais qui se trouve être transitoire, mais qui justifie quelque part qu'on continue à travailler sur le sujet. Vous savez, c'est comme les... Je ne sais pas si vous avez eu cette expérience, moi malheureusement je l'ai eu, c'est comme sur les bulletins scolaires, peut mieux faire. Il y a souvent ça, hein, a des capacités, hein, ne fait rien par ailleurs, dort en classe, ne pose jamais de questions, arrive en retard, peut mieux faire. Ben, on en est un peu à ce stade. On sait aussi, bien sûr, comme chirurgien cardiaque, nous, c'est là-dessus, comme je vous disais, on a travaillé depuis longtemps, intéressé à l'insuffisance cardiaque, parce que l'insuffisance cardiaque, ce n'est pas quelque chose dont on parle souvent, mais c'est une pathologie très fréquente. Il y a à peu près 120 000 nouveaux cas d'insuffisance cardiaque par an en France, donc c'est quand même beaucoup. Il y en aura de plus en plus, parce que c'est une maladie aussi qui touche plus volontiers les sujets âgés. C'est une maladie pour laquelle il y a des progrès considérables qui ont été faits avec les médicaments. Mais enfin, l'ultime recours, quand on est vraiment dans l'insuffisance cardiaque grave, c'est la transplantation cardiaque. Or, on estime qu'il y a à peu près 10% d'insuffisances cardiaques qui sont graves, c'est-à-dire qui sont rebelles au traitement médical. Donc vous faites un calcul rapide, 120 000 nouveaux cas par an en France, prenez 10%, on va arrondir à 10 000, donc ça fait quand même 10 000 insuffisances cardiaques graves par an en France, et en face de ça, vous avez 300 transplantations cardiaques. Donc vous voyez qu'il y a quand même un gap important, et donc de la place pour de nouvelles thérapies. C'est pour ça que la thérapie cellulaire offre des perspectives qui sont intéressantes. Donc l'idée là, qui est une idée un peu naïve, mais enfin il faut vous remettre dans les années 90, par là, hein, c'était de dire, bon, le cœur est un muscle, on va prendre des cellules de muscle hein, dans la cuisse, on va les faire pousser, et puis on va les réinjecter dans le cœur. Ce qu'on a fait, donc moi j'ai opéré le premier malade, c'était le 15 juin 2000, j'ai opéré 10 malades de suite pour valider la technique, et puis ensuite, on a fait un essai randomisé avec des malades placebo, des malades traités par les cellules. Vous voyez que ces cellules sont réinjectées au cours d'interventions de pontage coronaire, donc d'interventions de chirurgie cardiaque classique. Elles sont réinjectées, vous voyez ici la zone blanche, hein, peut-être, c'est la zone de l'infarctus, donc elles sont réinjectées dans l'infarctus. Et là encore, l'espoir, c'était de régénérer. Qu'est-ce que ça donne? Ça ne donne pas un résultat spectaculaire, mais ça ne donne pas un résultat nul. Qu'est-ce que c'est le volume? Le volume, pour faire simple, c'est la taille du cœur. C'est la taille du cœur. Ben, vous voyez que par rapport aux malades du groupe placebo, qui en gros ne bougent pas, c'est-à-dire que les volumes cardiaques restent stables, les malades du groupe qui ont reçu des cellules à faible dose, en gros, ils ne bougent pas non plus, mais ceux qui ont reçu la grosse dose de cellules, 800 millions de cellules, ben, il y a quand même une diminution significative, en l'occurrence, une diminution significative de la taille du cœur. Or, on sait très bien que plus le cœur est petit et plus le malade va bien, pour faire simple. Donc, le gros cœur, c'est jamais très bon. Donc, le fait qu'on ait pu réduire les dimensions cardiaques uniquement par des injections de cellules, là encore, ça n'a pas transformé la vie des malades, mais c'est la preuve que quelque chose s'est passé. Quid de la neurologie? La neurologie, c'est beaucoup plus compliqué, pour des tas de raisons. La maladie de Huntington, c'est ce qu'on appelle aussi la chorée. Vous savez, c'est les gens qui ont des mouvements anormaux. C'est une maladie absolument épouvantable. Donc, il y a eu des greffes, en l'occurrence de cellules nerveuses prélevées chez des fœtus qui étaient des produits d'interruption volontaire de grossesse. Récupérait au moment de l'interruption volontaire de grossesse le fœtus, avec l'accord des parents, etc. Bien sûr, tout ça étant fait dans un cadre très strict. Récupérer donc le cerveau, les cellules, le broyat en quelque sorte de cellules cérébrales et injecter. Alors bon, vous voyez, la légende dit qu'il y a ici effectivement une activité, vous voyez cette petite zone ici brune, bon, très bien,
Il y a eu effectivement dans la série qu'a conduite Marc Péchanski en France, il y a eu des améliorations cliniques, mais là encore, elles n'ont pas été pérennes, et c'est le même problème pour le Parkinson. Et la difficulté, ce que je vous disais tout à l'heure, la difficulté du cerveau, en fait, elle est double. La première difficulté, c'est l'accès. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous injectez des cellules pancréatiques productrices d'insuline chez les diabétiques, c'est pas très compliqué. Ça se fait par un cathéter à travers la paroi abdominale directement dans un vaisseau. On est dans de la technique que les radiologues interventionnels maîtrisent bien. Nous, quand on injecte nos cellules avec une seringue et une aiguille en péropératoire dans le cœur, ça ne pose aucun problème. On n'est pas délétère non plus. On n'abîme pas le cœur par ces micro-injections. Le cerveau, c'est quand même plus compliqué, parce que si on n'injecte pas exactement là où il faut, alors je sais bien qu'ils ont maintenant des systèmes de navigation qui leur permettent d'être très précis, enfin, il y a eu quand même des accidents liés au fait que l'injection par elle-même avait par exemple entraîné une hémorragie, ou si vous avez une petite hémorragie intracardiaque, en gros, il ne se passe rien. Si vous avez une hémorragie dans le cerveau, les conséquences ne sont pas les mêmes. Donc le cerveau, c'est déjà compliqué à cause des problèmes d'accès. Et puis, dans le cas du Parkinson, comme dans le cas du Huntington, comme dans le cas de l'Alzheimer, c'est pour ça que ça fait toujours sourire quand on voit les gens qui disent « voilà, on va guérir les Alzheimer avec les cellules », c'est que ce n'est pas une maladie localisée, c'est une maladie de l'ensemble du cerveau. Et non seulement c'est une maladie de l'ensemble du cerveau, mais c'est en plus une maladie évolutive. Et ce qu'ils ont bien constaté dans le Parkinson et dans le Huntington, c'est que les zones où ils avaient mis les cellules, effectivement dans le Parkinson, vous savez que les cellules dans le Parkinson ne sécrètent plus une substance qui s'appelle la dopamine. Bon, alors effectivement, dans les zones qui avaient été injectées, on voyait bien par des tests qu'il y avait une sécrétion de dopamine. Mais malheureusement, dans tout le reste du cerveau, il n'y en avait pas. Donc le caractère évolutif de la maladie complique quand même singulièrement les choses. Donc je crois qu'il faut rester très prudent sur les possibilités de la thérapie cellulaire en matière de pathologie neurodégénérative. Et alors là, je finis par quelque chose qui n'est peut-être pas glorieux, mais c'est sans doute la seule étude de thérapie cellulaire à ce jour qui a non seulement montré la preuve du principe, mais qui a amélioré les malades. C'est l'incontinence urinaire chez la femme. Alors bon, naturellement, c'est pas peut-être aussi glorieux que la maladie de Parkinson. Enfin, c'est une pathologie fréquente, c'est une pathologie très invalidante. Et donc, à la suite de ce qu'on avait fait, nous, avec les cellules musculaires, il y a des urologues malins qui se sont dit finalement, eux, ils font fausse route parce qu'ils sont en train de mettre des cellules musculaires dans le cœur. Le cœur, c'est pas un muscle identique au muscle de la cuisse. Tandis que dans l'incontinence urinaire, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le sphincter, donc cet amas de fibres musculaires qui contrôle justement la continence, ce sphincter, il est malade parce que les fibres ont dégénéré, se sont relâchées, etc. Donc l'idée très simple a été de dire, on va retonifier ce sphincter en y injectant des cellules musculaires. Et là, on est dans une approche qui est différente parce qu'on remplace des cellules de muscles par des cellules de muscles. Et bien ça a marché. Ça a marché parce qu'ils ont fait une étude randomisée, publiée, vous voyez, quand même dans un grand journal. Ça, c'est les malades du groupe contrôle, et ça, c'est les malades du groupe traité. Alors, comment est-ce qu'il faut lire ça? Là, vous avez un score d'incontinence, et l'incontinence complète, c'est 6. Donc, vous voyez que par définition, au départ, tous les malades, en gros, ont 6, puisque n'ont été sélectionnés que des patientes qui avaient une incontinence invalidante. Ben, si vous regardez les résultats à la fin, après l'injection de cellules qui sont en l'occurrence autologues, donc prélevées également sur la cuisse, vous voyez une diminution alors drastique du score d'incontinence, alors que chez les malades du groupe placebo, vous voyez des résultats qui sont beaucoup plus dispersés. Donc, non seulement là, la preuve du principe que les cellules peuvent avoir un effet thérapeutique, la preuve du principe est confirmée, mais en plus, il y a un bénéfice qui est cliniquement pertinent. Alors, si on fait la synthèse de ces résultats cliniques, on constate que, vous l'avez vu, dans différentes indications, il y a chaque fois un effet qui n'est pas spectaculaire mais qui existe et qui incite par conséquent à poursuivre les travaux dans cette direction après avoir bien analysé les raisons pour lesquelles les résultats ne sont pas meilleurs. Parce que finalement, les résultats chez l'animal, ils sont toujours bons. Ils sont d'autant meilleurs que ne sont publiés que les bons résultats. Donc ça marche toujours. Alors pourquoi ça ne marche pas si bien chez l'homme? Ce que nous a appris cette première vague d'essais
de thérapie cellulaire, et vous voyez que ce sont des disciplines qui doivent absolument se croiser, hein, parce qu'il y a des points communs finalement entre le diabète, le Parkinson, le cœur, etc. C'est que au moins 3 raisons expliquaient le fait que les effets n'étaient pas majeurs. Le premier, c'est ce qu'on peut appeler l'efficience. L'efficience, ce n'est pas l'efficacité. L'efficience, c'est la capacité de transférer les cellules là où on le veut et dans de bonnes conditions. Alors, je vous disais tout à l'heure que les systèmes de transfert sont simples pour le cœur ou pour le pancréas, c'est vrai, ils sont simples mais ils ne sont pas toujours très efficaces. Nous par exemple dans le cœur, on sait très bien que quand on injecte les cellules, il y a des pertes considérables. Considérables. C'est tout bête, hein. Ce que vous injectez, c'est un liquide. Donc le liquide, ben, il part à droite, à gauche, dans les veines, dans les lymphatiques, etc. Et en gros, quand vous croyez injecter 800 millions de cellules qui sont dans la seringue, vous en injectez en gros 30%. Donc déjà, il y a ce problème-là. Et ça, c'est un problème de biotechnologie majeur sur lesquels les gens sont en train de réfléchir. Parce que tant qu'on n'aura pas réglé ce problème, on ne va pas progresser. C'est un peu la situation. Vous avez mal à la tête. Bon. Alors au lieu de prendre un cachet d'aspirine, vous prenez le centième d'un cachet d'aspirine. Alors forcément, une demi-heure après, vous aurez toujours mal à la tête. Donc vous avez 2 solutions. La première, c'est de dire l'aspirine ne marche pas. Et la deuxième, c'est de dire peut-être que si j'en prenais plus, ça marcherait mieux. Donc il y a un vrai problème de ce côté-là. Et c'est assez intéressant de voir que quand on analyse les résultats dans le Parkinson, les résultats mondiaux, des greffes de cellules cérébrales dans le Parkinson, sont des résultats assez hétérogènes, d'une équipe à l'autre. Et des équipes où les malades ont été plus améliorés que dans d'autres. Donc il y a quand même quelqu'un qui a regardé ça de plus près. Et pourquoi? Alors finalement, c'est les mêmes cellules, en gros. Hein, c'est des cellules fétales, neuronales. Elles sont injectées pareil, en principe. Les malades sont à peu près identiques au départ. Pourquoi est-ce que les résultats sont divers? Et qui a les meilleurs résultats? Alors, le meilleur résultat, c'est un neurochirurgien qui est à Halifax, au Canada. Alors ça, c'est bizarre, alors. Déjà, les gens ne savent pas où est Halifax. Et en plus, pourquoi est-ce que c'est lui qui a les meilleurs résultats? Donc, on est allé regarder un peu plus près. Et bien parce que c'est le seul qui, avec son université, a mis au point un système d'injection extrêmement perfectionné, piloté par ordinateur, et qu'au lieu de faire en gros la seringue et l'aiguille, c'est un système qui contrôle la pression d'injection, le volume injecté, la durée d'injection. C'est une aiguille qui tourne sur elle-même de manière à ce que la répartition des cellules dans l'espace soit homogène, etc., etc., etc. Bon. Donc c'est quand même intéressant. Et tant qu'on n'aura pas, et on va y arriver, mais tant qu'on n'aura pas bien réglé ce problème du transfert, on ne sera pas optimal, tout simplement parce qu'on n'apporte pas le principe actif en quantité suffisante là où il faut. On a un deuxième problème, c'est qu'une fois que les cellules sont en place, il y a 90% d'entre elles qui meurent. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de médecine et vous expliquer pourquoi elles meurent, etc. Mais enfin, on a à peu près maintenant identifié les causes de la mort des cellules et par conséquent, on commence à imaginer les moyens qu'on pourrait mettre en œuvre pour limiter cette mortalité cellulaire. Et puis, il y a le problème de l'intégration des cellules résiduelles sur le plan fonctionnel. Ce n'est pas tout que les cellules soient là. Il faut qu'elles s'intègrent dans le tissu receveur, en quelque sorte, pour être efficaces. Et c'est là que on passe, si vous voulez, à ce concept de thérapie cellulaire, à un concept qui est plus tissulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un petit peu naïf, finalement, d'imaginer que quand vous prenez des cellules qui ont l'habitude de vivre dans un environnement avec une matrice conjonctive, avec des vaisseaux, et que vous les mettez isolées comme ça, malheureuses, dans un petit tube, elles vont survivre longtemps. Donc l'approche, elle se fait maintenant plutôt vers un apport de cellules en complément de leur environnement habituel, c'est-à-dire par exemple des facteurs de croissance, c'est-à-dire par exemple des matrices de collagène dans lesquelles on met les cellules. Donc on a à ce moment-là un environnement tridimensionnel qui reproduit davantage les conditions physiologiques, etc. Et l'exemple clinique le plus spectaculaire, et je terminerai là-dessus cet aspect-là, c'est celui des vessies artificielles qui ont été utilisées chez des enfants atteints d'une malformation assez grave, très grave même de la moelle, qui s'appelle la spina bifida, malformation dans lesquelles il y a des troubles de la continence urinaire. Et si je vous montre ça, c'est parce que l'idée,
c'est vraiment une très belle illustration de ce qu'on appelle donc maintenant l'ingénierie tissulaire, c'est-à-dire qu'on a pris, à partir de scanners, on a pris le moule de la vessie de l'enfant, donc c'est assez personnalisé, on a reproduit ce moule avec du collagène, puis on a fait une biopsie de la vessie, on a fait pousser les cellules vésicales sur ce moule en collagène, on l'a ensuite implanté dans la vessie et en reconstituant ainsi une néovessie, on a pu obtenir une amélioration fonctionnelle. Donc vous voyez, ça il y a eu assez peu de cas, mais maintenant il y a une grande étude qui est lancée aux États-Unis. Donc ça montre bien que l'évolution, elle se fait maintenant plus vers cette ingénierie tissulaire que vers l'utilisation exclusive des cellules. À partir de là, on en revient à ce que je vous disais au tout début, à savoir qu'il ne faut pas partir des cellules, mais partir des maladies et de l'objectif. En gros, vous avez deux objectifs quand vous faites de la thérapie cellulaire. Vous avez un objectif, bon, pardonnez-moi du terme un peu compliqué, mais il est finalement assez simple, paracrine. Paracrine, ça veut dire simplement qu'il manque une substance et que vous avez essayé de l'apporter. Parkinson, il manque de la dopamine, vous allez apporter de la dopamine. Diabète, il manque de l'insuline, vous apportez de l'insuline. Et à ce moment-là, finalement, ce n'est pas important ou ce n'est pas fondamental que la cellule que vous apportez, elle soit exactement à l'identique de la cellule malade. Par exemple, vous avez des cellules de la rétine qui sécrètent de la dopamine. Vous pouvez utiliser des cellules de la rétine dans le Parkinson, ça marche très bien. Pas besoin d'utiliser des cellules cérébrales. Ce qu'il faut, c'est que la cellule, elle crache ce que vous lui demandez de cracher. Donc ça, c'est relativement simple. Et dans ce domaine-là, à ce jour, les cellules adultes, elles font pas mal leur travail. Et puis, il y a l'autre objectif. Et alors, c'est là que on arrive à ce fantasme de la régénération, enfin qu'on pourrait plutôt appeler structurel, où on essaye effectivement de reconstituer un tissu qui a été détruit. C'est le cas de l'infarctus du myocarde. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, oui, ce qu'on a appris, c'est qu'il faut que les cellules que vous apportez, c'est finalement assez simple à comprendre, hein, elles soient à l'identique des cellules détruites que vous voulez remplacer. Donc pour faire simple, si vous voulez remplacer des cellules de cœur, faut apporter des cellules de cœur. Si vous apportez des cellules de moelle, des cellules de tout ce que vous voulez, ça ne marchera pas. Ou du moins à ce jour, ça n'a pas marché. Ça n'a pas bien marché, ça n'a pas marché aussi bien qu'on aurait souhaité. Et là, à ce moment-là, vous rentrez dans le problème cellule adulte, cellule embryonnaire. Et si je continue dans l'exemple du cœur, si vous voulez remplacer une grande zone morte de cœur, il faut que vous apportiez des cellules cardiaques. Et où est-ce que vous pouvez les trouver, les cellules cardiaques? Uniquement avec les cellules souches embryonnaires. Vous pouvez apprendre chez l'adulte. Donc c'est pour ça que le choix des cellules, je le répète encore une fois, il est fonction de la maladie qu'on veut traiter. En revanche, vous voyez qu'il ne faut pas être dogmatique. Si vous voulez traiter l'incontinence urinaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous voulez remplacer des cellules musculaires, vous apportez des cellules musculaires. Les cellules musculaires, vous pouvez la prendre à la cuisse, pas besoin de cellules embryonnaires. Donc c'est l'illustration typique que ce n'est pas le type de cellule qui compte, c'est la maladie qu'on veut soigner. Mais si l'objectif, je le répète, est un objectif de régénération, l'expérience accumulée à ce jour incite à penser qu'il faut apporter des cellules qui soient à l'identique de celles qui sont malades, parce que sinon, la plasticité des cellules n'est pas suffisante pour leur permettre de s'adapter complètement à leur nouvel environnement. Alors, cette idée des cellules souches embryonnaires, naturellement, nous amène directement aux enjeux éthiques, dont il a déjà été question au cours de cycle précédent. Donc, je vais aller assez rapidement. Je vous rappelle donc que les cellules embryonnaires sont prélevées sur ce qu'on appelle le blastocyste, c'est à peu près 4-6 jours après la fécondation. Il y a une centaine de cellules dans ce qu'on appelle la masse cellulaire interne, et ce sont ces cellules qui, en fonction des conditions dans lesquelles on les cultive, peuvent être orientées dans telle ou telle direction. Donc c'est la pluripotentialité des cellules souches embryonnaires. C'est pour ça que je vous disais il y a quelques minutes, si vous voulez remplacer des cellules de cœur, vous orientez vos cellules souches embryonnaires pour devenir des cellules de cœur. Et il y a des procédés qui aujourd'hui existent et sont au point. Et en particulier en France, on travaille avec Michel Pucéa, qui est à Évry, et qui maîtrise parfaitement ces processus de différenciation dans telle ou telle direction, en l'occurrence la direction cardiaque.
Alors, pourquoi ça a des avantages? D'abord, il y a une disponibilité quasi illimitée, parce qu'une fois que vous avez une lignée cellulaire et que vous la cultivez dans des conditions correctes, elle va croître d'une manière permanente, donc vous pouvez avoir un stock important. Et puis, je voudrais quand même dire qu'indépendamment de la thérapie cellulaire, l'utilisation des cellules souches embryonnaires a quand même d'autres intérêts. Comprendre, en suivant, alors là, sont des travaux purement cognitifs, mais comprendre le mécanisme de certaines maladies, notamment des maladies génétiques. Et puis, et ça c'est une application qui est potentiellement importante, le criblage des médicaments, c'est-à-dire tester sur des cellules humaines et non plus sur l'animal, les effets, notamment toxiques, de tel ou tel médicament. Donc ça c'est une application qui est distincte de la thérapie cellulaire, mais qui naturellement ne laisse pas l'industrie pharmaceutique indifférente. Alors est-ce que c'est facile de travailler sur les cellules souches embryonnaires? Bien entendu que non. Bien entendu que non, c'est pas facile. Il y a un certain nombre de problèmes techniques dont beaucoup commencent à être résolus. Bon, l'expansion, parce que c'est vrai qu'elle se multiplie, mais enfin elle ne se multiplie pas comme ça. Il faut des conditions très particulières de culture qui sont assez stringentes. L'orientation, elle est relativement, entre guillemets, facile si vous voulez des cellules cardiaques, des cellules neuronales. Elle est plus difficile si vous voulez, par exemple, des cellules pancréatiques. Donc, les procédés qui permettent d'orienter dans telle ou telle direction ont une efficacité qui est quand même variable en fonction de la direction choisie. Et puis, et là je voudrais beaucoup insister là-dessus pour tordre le cou à une idée, parce que dans ce débat où tout de suite l'idéologie arrive, les gens vous disent les cellules embryonnaires ça donne le cancer, ça donne des tumeurs. Bon, alors c'est vrai et pas vrai. Bien sûr que si vous utilisez les cellules indifférenciées, ça fait des tumeurs. Et personne n'a jamais imaginé d'utiliser les cellules embryonnaires indifférenciées, puisque le but, justement, c'est de les orienter dans telle ou telle direction. Or, ce qui est maintenant bien montré, c'est qu'une fois qu'elles ont été orientées et que vous vous êtes débarrassé de toutes celles qui auraient pu échapper à l'orientation, il n'y a pas de tumeur. Donc, ce processus de sélection est important. Ça veut dire que si vous prenez 1000 cellules embryonnaires, n'importe quoi, et que vous leur appliquez le traitement de Michel Pucéa, vous allez avoir 500 d'entre elles qui sont maintenant programmées pour devenir des cellules cardiaques, mais vous en avez 500 qui restent sur le carreau et dont on ne sait pas trop ce qu'elles deviennent. Donc ce sont ces 500-là qu'il faut éliminer. Donc les procédés de sélection sont très importants. Moyennant quoi, si vous ne conservez que le contingent programmé, vous n'aurez pas de tumeur. Donc il faut arrêter de parler de tumeur, dès lors que, bien entendu, sur le plan clinique, personne n'a jamais imaginé d'utiliser ces cellules à l'état indifférencié. Donc ça, c'est l'argument qui revient régulièrement pour tous ceux qui s'opposent à cette recherche. En revanche, il y a un vrai problème qui est celui du rejet, parce que ce sont des cellules allogéniques, et donc, si vous les greffez, vous aurez une réaction de rejet. Donc il y a un certain nombre de stratégies qui peuvent être pensées. C'est sûrement pas une immunosuppression aussi lourde que celle qu'on utilise après une greffe de rein ou une greffe de cœur, mais enfin, c'est une des limites. Et comme toujours, vous savez, quand un médicament est actif, il a des effets secondaires, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Donc il ne faut pas créer des faux inconvénients, mais il ne faut pas non plus occulter les vraies limites. Alors ce qu'on sait aujourd'hui sur le plan expérimental, c'est qu'on peut effectivement régénérer des zones de cœur, de cerveau et de moelle. Voilà, j'aurais pu ajouter d'ailleurs la rétine, avec ces cellules souches embryonnaires. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est encourageant. Ça, je viens d'en parler, mais c'est absolument fondamental. On ne peut pas envisager une application clinique de ces cellules si on n'a pas totalement maîtrisé les processus de purification, en quelque sorte, permettant de ne conserver que le contingent qui a été orienté dans telle ou telle direction. Et puis l'immunogénicité, je n'y reviens pas. Alors, le cadre français, vous le connaissez, puisque je crois que vous avez eu des exposés là-dessus. Je voudrais quand même bien réinsister sur le fait que ces cellules embryonnaires sont prélevées sur des embryons congelés qui ont été conçus dans le cadre de la procréation médicalement assistée et qui ne font plus l'objet donc de ce qu'on appelle un projet parental. Et réinsister sur le fait que la loi prévoit que ces embryons seront détruits au bout de 5 ans.
Alors, la loi n'a pas toujours été respectée, d'ailleurs, parce que la première loi de bioéthique qui devait être révisée 5 ans plus tard l'a été 15 ans plus tard. Donc, en gros, les gens qui font de la procréation médicalement assistée se sont méfiés en disant on va garder tous les fœtus parce qu'on ne sait jamais, enfin tous les embryons parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais, au bout de 5 ans maintenant, on est tenu, après naturellement accord des parents, après qu'ils ont dit qu'il n'y avait plus de projet parental, de détruire ces embryons. Donc, l'option, c'est ou bien on les détruit, et vous savez, c'est très simple, hein, ce sont des paillettes qui sont congelées, il suffit de sortir la paillette à l'air libre et en une fraction de seconde, c'est terminé, ou bien on les utilise dans une finalité thérapeutique. Alors, comme vous le savez, il y a une très forte opposition à l'utilisation de ces cellules, mais cette opposition, qui est essentiellement une opposition donc, idéologique et religieuse, elle est cohérente et elle remonte en amont. C'est-à-dire que quand on dit aux représentants de l'épiscopat, mais de toute façon, il faut les détruire, on est obligé de les détruire. Alors, au lieu de les détruire, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas qu'on utilise les cellules? Ils répondent à juste titre, mais parce que nous, on est contre les embryons congelés. Parce qu'on est contre la procréation médicalement assistée. Donc, il y a une cohérence là. Donc, voilà les éléments du débat. Et puis, je voudrais insister sur le rôle remarquable de l'Agence de la biomédecine, parce que l'agence encadre vraiment d'une manière très stricte ces recherches. Vous voyez que ça fait maintenant 2 ans que les décrets d'application sont parus, il n'y a pas eu de dérive, tout est contrôlé, il y a des visites régulières sur site pour s'assurer de la traçabilité des lignées, de l'utilisation de ces lignées conformément aux protocoles qui ont été validés. Donc il faut être relativement rassuré de ce point de vue-là grâce à l'agence. Alors, les éléments du débat, vous les connaissez. Le statut de l'embryon, je ne vais sûrement pas vous en parler, parce que d'abord, ce n'est pas mon sujet, et qu'ensuite, de toute façon, on ne va pas avancer, parce qu'on n'a jamais réussi à définir le statut de l'embryon, donc on ne va sûrement pas y arriver, et qu'on restera toujours en opposition frontale entre ceux qui disent, voilà, la vie commence au moment de la réunion des 2 gamètes, et puis ceux qui disent, non, nous on n'est pas d'accord, et c'est notamment la conception anglo-saxonne qui dit, la vie commence au moment où le système nerveux commence, c'est-à-dire au 14e jour. Donc quand on prend les cellules embryonnaires à 4 jours, 4-6 jours, on est bien avant cette date des 14 jours. Alors pourquoi 14 jours? Il y a quand même une chose qu'il faut retenir, et qui est assez paradoxale. Pourquoi est-ce qu'on peut, nous, faire de la transplantation d'organes? Pourquoi cette transplantation d'organes est autorisée partout, enfin sauf dans certains pays, enfin en gros. Bon. Elle est autorisée parce qu'un jour on a décidé, enfin les gens se sont mis d'accord sur le fait que la mort était la mort cérébrale. Qu'à partir du moment où il n'y avait plus de cerveau, même si le cœur fonctionnait, le rein fonctionnait, etc., on pouvait déclarer le sujet mort. Et à partir de là, on pouvait prélever ses organes. Donc, avec beaucoup de pragmatisme, les Anglais disent, si la mort, c'est la mort cérébrale, la vie, c'est la vie cérébrale. Donc, la vie commence quand le système nerveux central se forme, c'est-à-dire à 14 jours. Bon. Moyennant quoi, on n'ira pas plus loin dans la discussion, parce que les positions sont irréconciliables. Donc, voilà. Bon. Alors, les dérives, je vais vous dire un tout petit mot du clonage à cause de la reprogrammation là, des cellules cutanées, mais la création d'embryons pour la recherche, ça c'est aussi quelque chose qu'on entend. Oui, mais vous allez créer des embryons pour la recherche, alors qu'actuellement on utilise des embryons qui ont été conçus naturellement pour autre chose que pour la recherche. Alors, je crois que c'est je pense d'abord que c'est un vrai problème, ça, effectivement, parce que si on se met à créer des embryons pour la recherche, il faut des ovocytes, donc on rentre dans les problèmes de trafic possible d'ovocytes, etc. Mais ce problème n'a aucune pertinence si vous avez une idée du nombre d'embryons congelés en France qui ne font plus l'objet d'un projet parental. Il y a actuellement, et encore on a du mal à les recenser, parce que chez nous on a toujours du mal à recenser les choses, mais enfin en gros, il y a 2 ans, on avait recensé 135 000 embryons congelés. 135 000, dont au moins 30% ne font plus l'objet d'un projet parental. Donc croyez-moi, il y a largement assez dans les frigos français pour dériver de multiples lignées de cellules souches embryonnaires et constituer des banques qui permettraient éventuellement d'apparier une lignée avec un receveur en fonction de critères immunologiques. Donc, cette création pour la recherche n'a aucun sens à ce jour parce que, je le répète, il y a largement assez d'embryons surnuméraires non utilisés et non utilisables pour faire face à la recherche actuelle, d'autant qu'on n'est pas absolument sûr que ça débouchera effectivement sur des avancées thérapeutiques majeures, donc ce n'est pas la peine de se casser la tête avec ça, commençons par voir si ça marche avant de passer à autre chose. Alors, le clonage,
je vous en parlais à cause des solutions de contournement. Vous avez, bon, le principe, vous le connaissez, hein, l'ovocyte, on enlève le noyau, et puis on greffe dedans le noyau d'une cellule somatique, hein, du futur receveur, et puis on obtient comme ça un embryon qui est à l'identique sur le plan immunologique. Alors, compte tenu des dérives possibles, notamment le clonage reproductif, etc., un certain nombre de solutions de contournement ont été utilisées qui sont toutes plus tordues les unes que les autres, mais qui à chaque fois excitent beaucoup les gens. Quand vous discutez avec les gens, avec les scientifiques qui ont travaillé sur ces solutions de contournement, je vais vous en montrer 3, vous apercevez d'abord qu'ils sont américains, et que quand ils sont honnêtes, ils disent « nous on n'aurait jamais fait ça si on n'avait pas eu Bush comme président, qui nous interdit la recherche ». Donc on a essayé de contourner. Si on avait pu obtenir des fonds fédéraux pour travailler sur les cellules souches embryonnaires, jamais on n'aurait fait ça. Mais comme on n'a pas les fonds fédéraux et qu'il nous faut de l'argent, eh ben on a essayé ces espèces de solutions un peu tordues. Alors il y a une première solution qui est quand même une espèce d'illustration extraordinaire de l'hypocrisie scientifique, consiste à dire, ben voilà, on va énucléer l'œuf, l'ovocyte, hein, et puis on va greffer le noyau, mais ce noyau prélevé, on va le modifier génétiquement pour que l'embryon ne soit pas implantable dans l'utérus. Donc ce n'est pas un vrai embryon. Donc à partir du moment où il n'est pas implantable dans l'utérus, eh ben, on ne peut pas lui donner un statut d'être humain et par conséquent on peut travailler. Donc vous voyez un petit peu le type de lignée de cellules embryonnaires que vous allez récupérer à partir d'un noyau que vous avez trafiqué comme ça. Ça ne tient pas la route 2 minutes. Alors, mieux encore, il y a les prélèvements faits à un stade beaucoup plus précoce au cours d'une procédure de diagnostic préimplantatoire. Alors le diagnostic préimplantatoire, ça c'est une procédure qui est autorisée, vous le savez, dans des conditions précises, hein, quand on suspecte une maladie génétique et qu'on veut savoir si l'embryon est ou non porteur de la maladie. Alors là, l'idée a été de dire, ben voilà, quand on fait la biopsie pour le diagnostic préimplantatoire, on va en même temps récupérer une cellule et puis on va en dériver une cellule embryonnaire. Alors ça c'est très joli, sauf que quand on fait un DPI, il faut prélever 2 cellules sur 8. Bon. Alors déjà, il en reste 6, mais enfin, il y a un certain nombre d'embryons qui arrivent à terme. Mais là, c'est plus 2 qu'il faut prélever, c'est 4. Parce qu'il faut 2 pour le diagnostic et 2 pour la lignée. Donc on sait très bien qu'un embryon à qui vous ne laissez que 4 cellules sur 8, il ne va pas aller loin. Bon. Donc on a pu effectivement dériver des lignées, mais les embryons, ils n'ont jamais survécu. Jusqu'à un stade tel qu'ils auraient pu donner naissance à un être vivant. Et puis, vous avez ce dont on a beaucoup parlé récemment, c'est-à-dire la reprogrammation des cellules de peau. On a entendu parler de ça, hein, dans la presse, en disant, ben voilà, c'est plus la peine de s'intéresser aux cellules embryonnaires, il suffit de prendre une cellule de peau, on injecte 4 gènes, et hop, on la reprogramme, et elle devient une cellule souche embryonnaire. C'est quand même allé assez loin, puisque même à l'agence de biomédecine, certains se sont interrogés en disant, mais est-ce qu'il faut continuer à autoriser les recherches sur les cellules embryonnaires, puisque maintenant on a l'équivalent avec la reprogrammation. Alors, il faut être raisonnable. C'est une procédure qui est certainement très intéressante, mais il faut savoir qu'à ce jour, elle utilise 4 gènes, dont un donne le cancer. Et d'un. Donc, vous voyez, ça commence mal pour ce qui est des applications cliniques. Alors, vous pouvez effectivement retirer le gène qui donne le cancer, et à ce moment-là, l'efficacité du procédé qui est de 1%, c'est-à-dire que quand vous essayez de reprogrammer des cellules de peau, avec la technique qui a été utilisée, il y a 1% des cellules. À ce moment-là, vous passez à 0,01% quand vous retirez le gène du cancer. Donc vous voyez un peu le rendement. 0,01%. Deuxièmement, il faut que ces gènes, à ce jour, soient véhiculés par des rétrovirus. Alors les rétrovirus, pour donner le cancer, c'est pas mal non plus. Donc, c'est très intéressant sur le plan cognitif. C'est très intéressant parce que ça permet de mieux comprendre comment effectivement les cellules se différencient. Ça n'a aucune applicabilité clinique à un horizon proche. Aucune. Et même d'ailleurs, les auteurs en question de ces papiers qui sont très beaux sur le plan scientifique sont les premiers à le reconnaître. Donc il faut arrêter de fantasmer sur la reprogrammation cutanée comme méthode substitutive aux cellules embryonnaires. Ça viendra peut-être un jour si on arrive à supprimer les 4 rétrovirus, si on arrive à trouver les équivalents de ces gènes, mais on n'en est pas là.
Et puis, pour terminer là-dessus, je voudrais quand même dire aussi, parce que ça a été un des grands arguments qui a été donné, que cette fameuse médecine personnalisée, elle est, dans de multiples cas, un leurre. Quand vous avez affaire à ce qu'a fait par exemple Alain Fischer à Necker avec les bébés bulles, chacun en a entendu parler, hein, les bébés bulles qui ont eu donc des greffes de cellules de moelle, de leurs propres cellules de moelle, dans lesquelles on avait mis le bon gène, et que vous avez affaire à une maladie monogénique, comme ça, qui touche un nombre limité d'enfants, vous pouvez faire de la médecine personnalisée. Mais quand vous commencez à réfléchir en termes d'insuffisance cardiaque, je vous ai donné les chiffres, de diabète, voire de dégénérescence maculaire, cette médecine personnalisée, elle devient peut-être pas un leurre, mais quelque chose d'extraordinairement compliqué. Parce que s'il faut un traitement adapté à chaque patient alors que vous avez à en traiter des millions, c'est inviable sur le plan technique, logistique et économique. Il n'y a pas une société qui va investir là-dedans. Parce que c'est beaucoup trop compliqué sur le plan logistique et parce qu'également, on s'est rendu compte que nous ne sommes pas tous égaux en matière de cellules. Et si vous prenez les cellules de moelle de tous les gens qui sont dans cette salle, eh bien, elles n'ont pas la même fonctionnalité, ce qui explique d'ailleurs sans doute les résultats cliniques discordants. Donc, ce n'est pas forcément une bonne chose. Par exemple, si vous avez une artérite des membres inférieurs, vous prenez les cellules de la moelle, manque de chance. C'est chez les artéritiques que les cellules de la moelle marchent le moins bien. Donc, cette médecine personnalisée, elle se heurte à de vraies difficultés en pratique. C'est très joli sur le plan comme ça conceptuel, mais quand on voit ça dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué, d'où l'intérêt des banques de cellules dont je vais vous reparler dans un instant. Alors les enjeux réglementaires, j'irai plus vite, parce que les autorités réglementaires sont un peu embarrassées avec cette histoire, parce que c'est un domaine nouveau, et en gros on avance en marchant. Ce qu'on sait, c'est que c'est quand même assez complexe d'imposer à des cellules qui sont des produits biologiques les mêmes contraintes que celles qu'on impose aux médicaments. Heureusement, l'Agence européenne du médicament a édicté une espèce de cahier des charges qui pour nous est maintenant quand même assez utile parce que ça nous donne un canevas à suivre quand il s'agit de transformer un produit de laboratoire en quelque chose qui peut être utilisé chez les malades. Mais il faut savoir qu'il n'y a absolument aucune homogénéité entre les différents pays de l'Union européenne à ce jour et que quand vous déposez une demande en France, par exemple, et si vous voulez que votre produit soit testé dans le cadre d'un essai multicentrique européen, il faudra déposer la demande en Italie, en Allemagne, etc., parce qu'il n'y a absolument aucun accord. Et il y a même maintenant au Parlement européen des oppositions qu'on retrouve entre les pays relativement permissifs comme l'Angleterre et l'Espagne. L'Espagne, malgré la dimension catholique du pays, est très très permissive en la matière, et puis des pays beaucoup plus conservateurs comme l'Allemagne et la Pologne, donc ce n'est pas demain qu'ils vont se mettre d'accord sur une législation harmonisée. Mais à partir du moment où il y a un certain nombre de contraintes qui sont imposées, il faut une traçabilité parfaite du produit, il faut vérifier qu'il est pur, il faut vérifier qu'il est stérile, il faut vérifier qu'il est efficace, etc., 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 on arrive à ce concept de banque de cellules, parce qu'il est évident que si vous avez une banque de cellules qui a été caractérisée une fois pour toutes, vous avez un produit qui en gros commence à ressembler à un médicament. C'est-à-dire standardisé, le même pour tout le monde. Économiquement, naturellement, c'est beaucoup moins cher parce que sinon vous êtes obligé de faire des contrôles sur chaque lot. Vous imaginez un peu s'il faut faire un contrôle qui est quand même assez complexe et coûteux sur chaque lot de cellules pour traiter des millions de malades. C'est absolument pas viable. Donc les banques de cellules de ce point de vue-là sont quand même particulièrement intéressantes. Et alors, ces banques ouvre également des perspectives. Et je dirais juste un mot à propos de l'encapsulation. Je vous disais tout à l'heure, on ne pourra pas continuer à traiter les diabétiques en leur injectant comme ça des îlots de Langerhans, parce que le traitement immunosuppresseur est très lourd. Alors il y a une technologie très intéressante qui est l'encapsulation. C'est-à-dire que vous mettez les cellules dans des capsules. Ces capsules sont conçues de telle façon que elle laisse passer l'oxygène, donc les cellules restent vivantes. Elle laisse passer dans l'autre sens le produit libéré, en l'occurrence l'insuline, ça peut être autre chose. Mais elles sont aussi conçues de telle manière qu'elles ne sont pas attaquées par le système immunitaire. Donc là, du coup, vous pouvez avoir des allogreffes sans traitement immunosuppresseur. Donc ça, c'est un atout majeur et les premiers essais chez les diabétiques commencent.
d'injection donc de ces microparticules. C'est pas de la nanotechnologie, hein, c'est des microparticules, c'est pas des nanoparticules, mais c'est des microparticules dans lesquelles donc on a encapsulé des îlots de cellules et qui peuvent donc être stockés en banque avec une disponibilité immédiate. Donc ça c'est sûrement une des approches importantes dans les années à venir de la thérapie cellulaire. En revanche, juste à titre récréatif, il faut vous méfier, comme je vous le disais tout à l'heure, des effets d'annonce, parce que derrière, il y a souvent des arrière-pensées commerciales plus ou moins honnêtes. Par exemple, on a trouvé, entre guillemets, des cellules souches dans la pulpe des dents. Donc vous avez une boîte américaine, vous voyez, qui n'a pas perdu son temps et qui dit aux mamans, bah, écoutez, chaque fois qu'il y a une dent de lait qui tombe, vous nous appelez, nous on vous envoie un petit container, on stocke la dent, et puis dans 50 ans, quand votre gamin aura besoin de ces cellules souches pour traiter son Parkinson ou son infarctus, eh ben, il aura ces cellules souches. Alors bien entendu, ce n'est pas gratuit, vous voyez, c'est 50 $ par mois, mais il y a quand même des gens qui s'y laissent prendre. Plus récemment, on a fait encore plus fort, on a trouvé des cellules souches dans le sang menstruel. Donc on a dit aux femmes, bah, écoutez, voilà, c'est très important maintenant, vous allez garder ce sang parce qu'il y a des cellules souches. Alors, c'est quand même un papier scientifique, en apparence, publié dans un journal. Donc, on a la curiosité d'aller plus loin pour voir de quoi il s'agit, et vous tombez là-dessus. Alors, vous dites, bon, bah, c'est très bien, c'est un site coquin, c'était pas attendu. Voyons donc un petit peu ce qu'il y a derrière. Pas du tout, pas du tout. C'est pas un site coquin. Vous avez une boîte qui vous propose, vous voyez, pour 499 $, mais enfin, vous pouvez avoir une réduction si vous vous y prenez suffisamment tôt, de stocker tous les mois le sang pour que, effectivement, dans 20-30 ans. Voilà le type de dérive quand même qui commence à se faire jour. Il y a un tourisme cellulaire qui existe. Il y a des Américains riches et complètement idiots qui vont à la Barbade, dans une clinique, se faire greffer des cellules qui viennent de fœtus qui ont été congelés en Ukraine. Donc je ne vous dis pas la qualité des cellules qui doivent se faire injecter, tout ça pour des milliers de dollars. Donc voilà un petit peu le type de dérive auquel peuvent conduire parfois des excès médiatiques, et c'est pour ça qu'il faut s'en méfier. Pour clore ce chapitre réglementaire, vous voyez ici une échelle de permissivité qui va du clonage aux cellules souches adultes, et vous voyez l'hétérogénéité dont je vous parlais tout à l'heure, avec la France qui occupe finalement une position intermédiaire. Moi je crois que finalement la loi, bon la loi elle est ce qu'elle est, mais finalement elle permet de travailler. Justement, terminons par les enjeux économiques. Je redirai juste un petit mot de la loi après. Alors, les enjeux économiques ne peuvent pas être complètement occultés quand on parle de cellules souches. Vous voyez que quand on regarde les investissements du capital risque, c'est assez intéressant dans les sciences de la vie. Là, on est en millions de dollars. Eh bien, il y en a très très peu, finalement, qui ont été consacrés à la thérapie cellulaire. Très 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 peu. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'aujourd'hui, ça pose un certain nombre de problèmes, le premier d'entre eux pour les sociétés étant la propriété intellectuelle. Vous savez qu'il ne peut pas y avoir véritablement de profit pour les sociétés si elles n'ont pas un contrôle, si elles n'ont pas un brevet. Vous ne pouvez pas breveter les cellules de la moelle. Aux États-Unis, les cellules souches embryonnaires humaines sont brevetables et brevetées. L'Office européen des brevets a refusé la brevetabilité de tous les éléments dérivés du vivant. Donc ça n'est pas brevetable. Ce qui est brevetable, ce sont les procédés qui peuvent être utilisés pour orienter les cellules ou, comme je vous le disais tout à l'heure, les sélectionner. Mais enfin, il y a quand même une certaine ambiguïté en matière de propriété intellectuelle qui a contribué à ce recul des investisseurs dans les sociétés de biotech. L'absence de cadre réglementaire harmonisé, vous avez vu la disparité qui existe d'un pays à l'autre, donc pour une société, ce n'est pas très facile d'y s'y retrouver. Pour l'instant, ce sont que des petites sociétés de biotech qui s'y sont impliqués, qui se sont impliqués, et ce n'est seulement que depuis quelques mois que les grosses firmes pharmaceutiques commencent un peu à avoir un œil sur le sujet en se disant peut-être qu'il y a quelque chose à récupérer, et vous allez voir qu'il y a sans doute effectivement quelque chose à récupérer. Et puis, on a une autre difficulté qui est le coût considérable maintenant compte tenu des exigences réglementaires des essais cliniques. Si vous voulez faire un essai clinique correct en thérapie cellulaire et démontrer quelque chose, c'est tout de suite plusieurs millions d'euros. L'étude qu'on a faite, nous, sur les greffes de cellules musculaires dans le cœur, donc est une étude impliquant 21 centres en Europe, on a randomisé 120 malades, etc., c'est 10 millions d'euros. Donc il est évident que pour des petites biotech, c'est quand même un investissement important.
Et pourtant, vous voyez l'estimation du marché mondial de la thérapie cellulaire entre 2005 et 2015, et c'est probablement cette projection qui explique que depuis quelques mois, comme je viens de vous le dire, les grosses firmes pharmaceutiques commencent à s'intéresser un peu plus au sujet, parce qu'il faut bien reconnaître que les fonds publics alloués à cette recherche sont très variables d'un pays à l'autre. On n'est pas si mal doté en France, hein, contrairement à ce qu'on passe en général notre temps à se plaindre et à pleurer. Enfin, il y a de l'argent en France pour la recherche, hein, clairement, à partir du moment où les projets sont convenables, même s'il n'y a pas de ciblage particulier sur la thérapie cellulaire. Voilà, vous voyez, juste pour vous donner une idée photographique du développement clinique des produits de thérapie cellulaire, vous voyez qu'aujourd'hui, il y a 57 produits, donc ce n'est pas énorme, hein, avec les États-Unis largement en tête. Et si on regarde maintenant l'Europe, vous voyez que la France est à 14%, donc à ex-aequo avec l'Italie, le leader étant naturellement l'Angleterre, qui a commencé en premier et qui a une législation à la fois beaucoup plus souple et beaucoup plus fluide. Alors, pour terminer, c'est intéressant justement de voir un petit peu comment la France se compare en matière de thérapie cellulaire à ses voisins, même lointains. Si on regarde l'Angleterre, l'Angleterre arrive en numéro 1 sur la base des 4 critères. Alors les 4 critères, c'est le critère scientifique, c'est-à-dire l'importance de la recherche fondamentale qui naturellement doit rester au premier plan en quelque sorte pour permettre d'expliquer ce qui se passe et d'avancer. Donc la science fondamentale, le réglementaire, l'implication de l'industrie et ce qu'on appelle la médecine translationnelle, c'est-à-dire la capacité de transposer en clinique ce qui a été établi chez l'animal. Et vous voyez que ça, c'est une enquête très sérieuse qui a été faite par le LEM. Vous voyez que les Anglais arrivent vraiment en tête, puisque sur une échelle de 5, hein, ils ont vraiment bon pratiquement partout. Ils ont une recherche fondamentale de très haut niveau, parce qu'ils essayent d'attirer les scientifiques d'un peu partout. Ils ont une réglementation qui est à la fois permissive, mais finalement assez facile à comprendre. Pas mal de biotech, et également une bonne expérience en médecine dite translationnelle. Alors les États-Unis, c'est très hétérogène, parce qu'il y a les États permissifs et d'autres qui ne le sont pas. Vous savez que la proposition 71 en Californie a alloué, grâce à M. Schwarzenegger, bien qu'il soit républicain, 3 milliards de dollars pour la recherche sur les cellules souches sur 10 ans. Bon, donc la Californie, naturellement, fait de loin la course en tête. Il y a d'autres États qui sont moins permissifs. Donc vous voyez que, par exemple, sur le plan médical, c'est très variable. Il y a des États où il ne se passe rien, il y a des États où il se passe beaucoup de choses. Sur le plan réglementaire, la FDA met des freins importants. Et naturellement, l'industrie, elle a une implication qui est très variable en fonction de l'État où elle est impliquée. Alors la Chine arrive en position 5. Il y a une bonne recherche fondamentale. Alors ils ont tout bon en réglementaire parce qu'il n'y en a quasiment pas. Alors c'est sûr que là vous pouvez en gros faire ce que vous voulez, c'est sûr qu'il y en a qui sont intéressés. Sur le plan éthique, ça peut se discuter. Ils ne sont pas très bons sur le plan médical, ils n'ont pas encore beaucoup d'expérience de cette médecine translationnelle, et ils sont très mauvais sur le plan industriel, puisque à ce jour, il n'y a pas véritablement de grosses sociétés chinoises qui se soient impliquées. En revanche, ils sont bons, en particulier parce qu'ils sont très nombreux d'ailleurs, ils ont des laboratoires avec des centaines de chercheurs qui travaillent du matin au soir, ils sont bons en matière de recherche fondamentale. C'est à peu près pareil pour la Corée du Sud. Et donc, comment est-ce qu'on se situe? Vous voyez, nous on se situe à peu près comme ça. Finalement, c'est équilibré partout. On n'a pas un score terrible, mais c'est pas si mal que ça. C'est pas si mal que ça. Je voudrais quand même rappeler que la même année, en 2000, il y a quand même eu 3 premières mondiales. Il y a eu les greffes d'Alain Fischer chez les bébés bulles, il y a eu Marc Péchanski et le Parkinson, et il y a eu les greffes de cellules musculaires dans le cœur. Donc la France, finalement, tient sa place. Sur le plan scientifique, vous voyez que ce n'est pas encore top, mais clairement il y a un effort qui est en train d'être fait pour développer la recherche fondamentale, et ça je le répète, c'est absolument indispensable. Sur le plan réglementaire, on a l'AFSAPS et finalement l'encadrement réglementaire est de bonne qualité. Il y a très peu encore d'implications industrielles. En revanche, on n'est pas mauvais sur le plan médical pour ce qui est de la transposition en clinique, compte tenu du système hospitalier public. Voilà. Alors, la révision de la loi de bioéthique, je terminerai là-dessus.
on a actuellement une loi qui est vraiment typique de la France. C'est-à-dire qui est article 1, la recherche est interdite, la recherche sur l'embryon est interdite. Et bon. Article 2, mais enfin, elle est quand même permise à condition de. Et alors, les conditions sont quand même assez rigolotes parce que il faut que ça soit susceptible d'applications thérapeutiques majeures alors qu'on ne sait absolument pas s'il y aura ou non des applications thérapeutiques. Il faut qu'il n'y ait pas d'alternance thérapeutique possible. Tout ça est le fruit de compromis politiques qui ont été absolument diaboliques entre ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre. Enfin, on ne va pas bouder notre plaisir parce que finalement, la loi, elle existe, elle permet de travailler. Bon. Alors, il y en a beaucoup qui voudraient qu'on passe d'un régime dérogatoire à un régime d'autorisation. Je ne sais pas du tout si ce sera le cas. Il y a eu 2 rapports parlementaires de très haute qualité, faits, alors c'est intéressant, par 2 parlementaires appartenant à des bords politiques différents, mais qui chacun vraiment ont fait un très beau travail de synthèse et qui, j'espère, vont alimenter la révision des lois. Les États généraux sont prévus. On est quand même un petit peu inquiet parce qu'on en est au Xème report des États généraux et très clairement on a l'impression que c'est un sujet tellement sensible que du moins le ministère de la Santé actuel, il va peut-être changer dans quelques mois, mais enfin actuel, je veux dire qu'ils ne sont absolument pas pressés de remettre le sujet sur le tapis parce qu'ils ont très peur des implications politiques que ça peut avoir. C'est pour ça que malheureusement l'avance dans ce domaine, elle est quand même un peu polluée par ce débat à la fois idéologique et par les craintes qu'ont les politiques de ressusciter des oppositions par trop frontales. Bon, on verra bien ce qu'il en sort. Je crois qu'ils seront quand même obligés à un moment donné de réviser la loi, mais je le répète, même dans sa formulation actuelle, elle permet quand même de travailler sur les cellules souches, ce qui est le cas. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Et maintenant, je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez.